Un homme a entamé la conversation en m'offrant de l'argent pour kidnapper une adolescente. J'ai simplement répondu à quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur une application de rencontre. Cette appli permettait d'envoyer des messages sans qu'il y ait un match. J'ai répondu un truc basique, poli, rien de plus qu'un salut cordial. Presque immédiatement, il m'a demandé mes coordonnées. Numéro, réseau, autre moyen de me contacter. J'ai refusé calmement. Je lui ai dit que pour ma sécurité, je ne donnais pas ce genre d'informations et que je préférais discuter directement sur l'application. Il a complètement vrillé. En quelques minutes, il a commencé à m'envoyer des captures d'écran de mes profils sur les réseaux sociaux. Des profils qui n'étaient absolument pas liés à l'application. Puis il a envoyé mon adresse personnelle. Noir sur blanc. Comme ça. Ensuite, il m'a contacté sur Facebook, en me disant que j'étais stupide de croire que je pouvais l'empêcher de trouver ce qu'il voulait. Pour bien appuyer son message, il a ajouté une capture Google Maps de ma maison. À ce moment-là, j'étais terrorisé. Je tremblais littéralement. J'ai appelé ma sœur, complètement paniquée, et elle a commencé à chercher son nom sur Internet. Le nom qu'il avait eu la brillante idée d'utiliser sur Facebook. En quelques minutes, tout est apparu. Il était un violeur condamné. Pire encore, il n'avait pas déclaré sa nouvelle adresse comme il était censé le faire. Il était officiellement recherché pour ça. J'ai appelé la police immédiatement. Je ne sais toujours pas exactement comment, mais ils ont réussi à le localiser et à l'arrêter. Tout ça s'est enchaîné très vite, dans un mélange de peur pure, d'adrénaline et d'incrédulité totale. Je passais d'un message anodin à une intervention policière en l'espace de quelques heures. Tout ça parce que j'ai fait l'erreur de répondre bonjour. Juste ça. Un message poli, banal, sans aucune intention derrière. Et c'est ce qui me reste le plus en travers de la gorge. Cette idée que le simple fait d'exister en ligne, de répondre à quelqu'un, peut suffire à déclencher ce genre de cauchemar. C'est vraiment génial d'être une femme. Eh bien, ça a commencé en ligne, mais ça m'a aussi suivi dans la vraie vie. Quand j'avais environ 13 ans, j'en ai 31 aujourd'hui, j'allais beaucoup sur des forums et des réseaux sociaux. À un moment donné, j'ai commencé à parler avec un homme d'une trentaine d'années bien entamé. Il était originaire de mon pays, mais il prétendait étudier l'ingénierie génétique dans un autre. Nous discutions surtout en ligne, puis à un moment je lui ai donné mon numéro de portable et il a commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages. Aujourd'hui je vois clairement tous les signaux d'alerte, mais à l'époque il me semblait juste intelligent et intéressant. Avec le temps, il est devenu de plus en plus étrange, m'appelant et m'écrivant tout le temps, jusqu'à devenir vraiment flippant et envahissant. J'en ai parlé à mon frère, qui est encore plus jeune que moi, et nous avons échangé nos cartes SIM. Nous lui avons demandé de mentir et de dire qu'il venait juste d'acheter ce numéro, qu'il habitait dans une autre ville et qu'il n'avait aucune idée de qui j'étais. À un moment donné, cet homme a cessé de me contacter. 3 ans plus tard, je l'avais complètement oublié. J'étais alors au lycée et, pendant un cours, j'ai reçu un message me demandant si j'étais à l'école. À la pause, j'ai rappelé le numéro et je me suis figé en entendant sa voix. Il m'a dit qu'il se souvenait que je rêvais d'aller dans ce lycée précis et qu'il se trouvait devant mon établissement. J'ai pris une bonne amie à part et je lui ai brièvement expliqué la situation, en lui demandant de venir avec moi. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant et je voulais savoir à quoi il ressemblait, pour pouvoir le reconnaître au cas où il me suivrait un jour. L'homme avait une apparence très inquiétante. Il m'a dit qu'il était très heureux de me voir et qu'il voulait aller camper dans une forêt le week-end suivant, et que je devais l'accompagner. La conversation a été courte car je devais retourner en cours. J'ai cessé de lui répondre et, encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de la manière dont il avait retrouvé mon numéro de téléphone. Il m'a envoyé plusieurs messages dans les jours suivants, disant qu'il voulait vraiment me revoir, qu'il avait un cadeau pour moi et qu'il me suppliait au moins de le rencontrer pour me le donner. Je n'ai jamais répondu. Pendant les semaines suivantes,
je me suis assuré de toujours marcher accompagné d'un groupe d'amis. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Quand j'avais 15 ans, mes amis et moi avons décidé d'explorer le Deep Web. À l'époque, on se croyait malin, curieux, un peu inconscient aussi. On a téléchargé quelques fichiers, surtout des PDF et des vidéos censées parler de programmation en Python, et d'autres trucs sans importance dont je ne me souviens même plus vraiment. Quand on a ouvert les fichiers, ils étaient tous vides. Absolument rien dedans. Pas de texte, pas d'image, pas de son. Juste des fichiers creux. On a rigolé en se disant qu'on s'était fait avoir, que c'était sûrement une arnaque ou un troll, et on est passé à autre chose sans trop y penser. Le lendemain, mon ami, celui sur l'ordinateur duquel on avait tout fait, nous a dit que tout son bureau avait disparu. Pas quelques fichiers. Tout. Le fond d'écran, les dossiers, les raccourcis, comme si quelqu'un avait complètement vidé son espace de travail. Il a paniqué. Il a cru à un virus, à une mauvaise manipulation, ou à un bug catastrophique. Il a passé la soirée à essayer de comprendre, sans succès. 3 jours plus tard, à l'école, il est venu nous voir, visiblement encore sous le choc. Il nous a dit que tout était revenu. Exactement comme avant. Rien ne manquait. Sauf une chose. Son fond d'écran avait changé. À la place de l'image habituelle, il y avait un simple message écrit sur un fond sombre. Ça disait, mot pour mot, nous avons vérifié tout ton ordinateur. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien, qui essaie juste d'apprendre Python. Voilà les ressources. Fais plus attention quand tu utilises le dark web. Et sur son bureau, bien rangé, se trouvaient tous les fichiers qu'on avait téléchargés au départ. Les PDF et les vidéos. Cette fois-ci, ils n'étaient plus vides. Ils contenaient réellement des cours, des explications, du vrai matériel pour apprendre Python. Il n'y avait aucune signature, aucun pseudo, juste ce message. On n'a jamais remis les pieds sur le Deep Web après ça. Je participais à un salon de discussion sur un site privé avec une trentaine d'autres personnes, dans les années 90. Le propriétaire du site avait apparemment pour habitude de prendre un utilisateur pour cible tous les quelques jours et de le tourmenter. J'imagine que c'était quelque chose qu'il appréciait, que ça lui donnait un sentiment de pouvoir ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas un site pour adultes ou quoi que ce soit de ce genre. C'était un site destiné aux personnes ayant perdu des proches à cause de la drogue, entre autres, et qui servait de groupe de soutien en ligne. Un jour, le propriétaire du site m'a prise pour cible. Il a commencé à écrire dans le chat du groupe, en m'appelant par mon nom, en listant les jours et les heures auxquels je m'étais connecté au site au cours du mois précédent, la ville où je vivais, puis il a donné mon adresse et mon numéro de téléphone, en suggérant qu'il pourrait se présenter à ma porte à tout moment s'il en avait envie. Aucune de ces informations ne figurait dans ce que j'avais fourni lors de mon inscription. Personne d'autre dans le groupe ne disait quoi que ce soit, alors j'ai commencé à demander si les autres pouvaient voir ces messages. Apparemment, personne ne les voyait, donc personne ne pouvait voir comment il me harcelait. Les messages n'étaient pas marqués comme privés entre nous, donc tout le monde aurait dû pouvoir les voir, mais en tant que propriétaire du site, il savait visiblement comment les masquer pour que moi seul puisse les lire, même s'ils semblaient être visibles par tous. J'ai quitté le site, supprimé mon compte et je n'y suis jamais retourné. Quand j'avais 18 ans, j'ai été activement harcelé par un type sur absolument tous les réseaux sociaux imaginables. Ce n'était pas juste des messages insistants ou maladroits. C'était constant, méthodique, étouffant. À un moment, j'étais tellement terrifié que je pensais sincèrement qu'il allait finir par se présenter devant ma porte et me tuer. Il savait toujours où me trouver en ligne. Quand je le bloquais sur une plateforme, il réapparaissait ailleurs. Il créait de nouveaux comptes, changeait de nom, de photos, de façon d'écrire, mais je savais toujours que c'était lui. Le pire, c'est qu'il ne se contentait pas de m'écrire directement. Il faisait contacter des inconnus à ma place. Des hommes,
mais aussi des filles, ce qui rendait les choses encore plus déroutantes. Ces personnes m'envoyaient des messages pour me dire qu'il était dans mon secteur, qu'il me surveillait, et que je devais absolument accepter de le rencontrer immédiatement si je ne voulais pas d'ennui. Le message était toujours le même quand les mots changeaient. Une menace à peine voilée. Une pression constante. Une façon de me faire comprendre qu'il avait le contrôle. Je ne savais jamais si ces gens disaient vrai, s'il était réellement proche de chez moi ou si c'était juste une stratégie pour me faire paniquer. Mais ça marchait. Je vivais dans un état d'angoisse permanent. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque notification me donnait la nausée. À force, je n'en pouvais plus. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. J'ai disparu volontairement d'Internet. J'ai arrêté de poster, de liker, de commenter. J'ai changé mes habitudes, mes horaires, les endroits où j'allais. Je me suis littéralement recluse pour lui échapper. Pendant un long moment, ma vie s'est réduite à essayer de ne pas être trouvée. Je n'ai jamais su jusqu'où il aurait été capable d'aller. Et honnêtement, je ne voulais pas le découvrir. J'ai fini par m'en sortir, mais cette période m'a laissé avec une méfiance durable envers Internet et les gens qu'on pense connaître derrière un écran. Ce n'est pas moi, mais à l'université, mon colocataire était ami avec une magnifique Française qui ressemblait vraiment à un mannequin professionnel. En plus, elle avait l'air très gentille et douce. Elle avait un harceleur qui la poursuivait en ligne et par téléphone. Il tenait plusieurs blogs à son sujet, certains liés au BDSM, d'autres présentés comme des annonces pour des activités sexuelles. Il la retrouvait toujours, peu importe ses efforts pour changer de numéro de téléphone ou de compte sur les réseaux sociaux. Quand on tapait son nom sur Google, on ne trouvait littéralement que ses blogs répugnants. Ça a complètement détruit son existence numérique. Il envoyait aussi des emails à tout le département universitaire à son sujet. Parfois, il joignait des photos intimes qu'il avait fabriquées d'elle, ce qui l'amenait très souvent dans les bureaux de ses professeurs. On la menaçait de faire cesser tout ça ou d'abandonner ses études. Les gens ont commencé à l'éviter, parce que toute personne qui restait proche d'elle un certain temps voyait son nom complet apparaître sur une liste publiée sur ses blogs, liste qui ressortait ensuite sur Google. Ça avait l'air extrêmement stressant à vivre et personne ne semblait pouvoir l'aider. Il n'y avait, concrètement, rien que qui que ce soit puisse faire. Pire encore, les gens ont commencé à la blâmer. Même ses parents pensaient que c'était de sa faute, convaincus que c'était un ancien petit ami cherchant à se venger ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue ensuite, car j'ai dû déménager, mais j'ai vraiment compati pour elle. C'était une expérience à la fois très stressante et profondément isolante. C'était à l'époque d'AOL Instant Messenger, vers 1999 ou 2000. Internet n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, et recevoir un message d'un pseudo inconnu n'avait rien d'exceptionnel. J'ai accepté une demande de discussion venant d'un nom que je ne reconnaissais pas. Par curiosité, sans trop réfléchir. J'ai ouvert la fenêtre de conversation. Le message était court, direct, et franchement inquiétant. Il disait qu'il restait 10 secondes avant que mon ordinateur soit piraté. Rien d'autre. Je me souviens avoir ressenti un mélange de scepticisme et de malaise. Une partie de moi se disait que c'était sûrement un gamin qui essayait de faire peur. Une autre partie, plus instinctive, comptait presque les secondes sans s'en rendre compte. Et puis, environ 10 secondes plus tard, mon disque dur s'est mis à s'allumer. La petite lumière clignotait sans arrêt, et le disque faisait des bruits inhabituels, plus forts que d'habitude, comme s'il travaillait frénétiquement. La panique m'a envahi instantanément. J'ai eu l'impression que quelqu'un était réellement en train de fouiller dans mon ordinateur. Sans réfléchir davantage, j'ai tout éteint. J'ai coupé l'alimentation, débranché les câbles, arraché la prise du mur. J'avais le cœur qui battait à toute vitesse, les mains tremblantes. Je suis resté un moment comme ça, dans le silence, à fixer l'ordinateur éteint, en me demandant ce qui venait de se passer et si j'avais empiré la situation ou non. Plus tard,
Une fois un peu calmé, j'ai tout rebranché et rallumé la machine. À ma grande surprise, tout semblait parfaitement normal. Aucun fichier manquant, aucun message étrange, rien d'anormal en apparence. Je n'ai jamais su si c'était une coïncidence incroyable, une farce très bien synchronisée, ou si quelqu'un avait réellement essayé quelque chose sans aller jusqu'au bout. Mais ce timing parfait, ce message suivi presque immédiatement de l'activité du disque dur, m'a marqué. Ce n'était pas vraiment quelque chose arrivé en ligne, mais plutôt lié à une amitié née en ligne. J'ai joué à des MMO avec cette personne pendant presque 10 ans. Une décennie entière à discuter, à coopérer, à plaisanter, à partager des moments de jeu et des bouts de vie. On était de très bons amis. À tel point que lorsque j'ai eu l'occasion de traverser le pays pour autre chose, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller leur rendre visite. Pas besoin d'hôtel, et en plus, enfin rencontrer quelqu'un que je considérais comme un vrai ami. Ça ne s'est pas bien passé. Très vite, la conversation a pris une tournure étrange. Au début, je pensais que c'était de l'humour un peu absurde, une sorte de délire ironique. Mais plus ils parlaient, plus je comprenais que non. Ils étaient parfaitement sérieux. Apparemment, ils étaient la seule chose empêchant une entité interdimensionnelle appelée Ankh, ou quelque chose comme ça, de prendre le contrôle du Moyen-Orient. Cette entité cherchait la bibliothèque d'Alexandrie perdue, ainsi qu'un savoir ancien lié à des portes du monde, capable de créer des cercles de téléportation ou un équivalent. Plus ça avançait, plus c'était décousu. Il se décrivait comme une sorte de sorcier suprême, à la manière des comics Marvel. Un gardien secret, chargé de protéger la planète contre des menaces surnaturelles que personne d'autre ne pouvait percevoir. Tout était dit avec un calme absolu, comme si c'était évident. Comme s'ils me racontaient leur travail de bureau. Je me souviens m'être senti profondément mal à l'aise. Pas effrayé au sens immédiat, mais déstabilisé. J'étais face à quelqu'un que je pensais connaître depuis des années, et je réalisais soudain que j'avais peut-être toujours parlé à une version très contrôlée, très filtrée de cette personne. Quelqu'un de totalement différent de ce que j'avais imaginé. Je ne suis pas resté longtemps. J'ai écourté la visite, trouvé une excuse, et je suis parti. En partant, ils m'ont dit que je devrais faire attention à moi. Que par le simple fait d'être venu, j'étais maintenant sur une sorte de liste de surveillance. Selon eux, ils avaient de nombreux amis puissants dans l'armée. Des gens capables de faire disparaître des problèmes. Le ton était toujours calme, presque bienveillant, ce qui rendait la chose encore plus dérangeante. Je suis rentré chez moi avec une sensation étrange, difficile à décrire. Un mélange de tristesse, de choc et de réalisation tardive. Tu peux passer des milliers d'heures à parler avec quelqu'un derrière un écran sans jamais vraiment savoir qui il est. Ni ce qui se passe dans sa tête quand la connexion se coupe. Je n'ai plus jamais repris contact avec eux. Ça fait des années maintenant. Malgré tout, je leur souhaite sincèrement d'aller bien. Qu'ils aient trouvé de l'aide. Ou au moins un peu de paix. Et, qui sait, peut-être qu'ils ont effectivement empêché l'invasion. J'avais laissé ma salle Zoom ouverte par inadvertance, encore active mais réduite, après avoir vérifié quelques paramètres. Je n'y pensais absolument plus. 5 minutes avant l'heure officielle d'une réunion, j'ai soudain entendu la voix d'un collègue masculin dire très naturellement « Hey, ça va ». J'ai eu un véritable moment de panique. Parce que pendant ce temps-là, j'étais en train de tirer mon lait. Ce n'était clairement pas le genre de frayeur dont on parlait jusque-là, mais sur le moment, je peux te dire que ça m'a complètement retourné. Mon cœur a fait un bond monumental. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait pendant que mon cerveau essayait de comprendre ce qui se passait et à quel point la situation pouvait être catastrophique. Par chance, l'angle de ma caméra était tel qu'il n'a rien vu de compromettant. Rien que je ne pourrais jamais oublier en y repensant la nuit. J'étais hors champ, mais le bruit, lui, ne l'était pas forcément. J'essayais de rester parfaitement calme, comme si tout était normal, alors que de l'intérieur je paniquais complètement. Et là,
Comme si la situation n'était pas déjà assez absurde, il a demandé d'un ton curieux, « C'est une imprimante 3D que j'entends tourner ?» Sans hésiter, j'ai répondu non. Très vite. Beaucoup trop vite. Puis j'ai immédiatement changé de sujet, enchaîné sur la réunion, sur un point quelconque de l'ordre du jour, n'importe quoi pour détourner l'attention et reprendre le contrôle de la situation. Quelqu'un avec qui je discutais depuis quelques semaines a disparu du jour au lendemain. Plus de messages, plus de réponses, rien. Avec le recul, je peux admettre que j'ai un peu perdu la tête à ce moment-là. J'ai commencé à imaginer que quelque chose de grave avait dû lui arriver. Un accident, un problème sérieux, n'importe quoi sauf un simple ghosting. Pris par l'inquiétude et la curiosité, j'ai fait ce qu'il ne faut probablement jamais faire. J'ai tapé son nom sur Google. Je m'attendais à tomber sur un profil de réseau social, un vieux commentaire de forum, quelque chose d'ennuyeux et rassurant. Le tout premier résultat, c'était sa photo de garde à vue. Son mugshot. En énorme. Avec un numéro, une date, tout ce qui va avec. Je me souviens très bien de ce moment où mon estomac a chuté d'un coup. Pendant quelques secondes, j'ai vraiment cru que je venais de découvrir que je parlais à quelqu'un de dangereux, ou impliqué dans un truc vraiment grave. Mon cerveau est parti dans tous les sens. En creusant un peu plus, j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé. Elle s'était fait arrêter pour avoir essayé de faire pousser de la weed chez elle. Rien de violent. Rien de menaçant. Juste une histoire de culture illégale qui avait mal tourné. Autant dire que la peur est vite retombée. Mais sur le moment, voir ce mugshot sans aucun contexte, ça m'a vraiment foutu un coup. Cette réalisation soudaine que quelqu'un que tu pensais connaître, même vaguement, a une autre vie dont tu ignores absolument tout. Que quelques clics peuvent te balancer une vérité brutale sans préparation. J'ai volé les infos de carte bancaire de ma mère quand j'avais genre 13 ou 14 ans, juste pour pouvoir accéder à un site de Kangirls. À l'époque, j'étais évidemment trop jeune, trop curieux, et beaucoup trop idiot pour réfléchir aux conséquences. J'ai réussi à entrer dans un salon privé avec l'une d'elles, et en quelques minutes à peine, j'avais accumulé environ 25 $ de frais. Puis, d'un coup, une sorte de lucidité m'a frappé. Cette réalisation brutale de à quel point j'étais en train de faire quelque chose de complètement débile. J'ai quitté le site immédiatement et j'ai paniqué comme jamais. Vraiment. Une peur froide, qui te serre le ventre. J'étais persuadé que j'avais ruiné ma vie, que j'allais me faire attraper, que tout allait exploser. J'ai remis la carte de ma mère exactement là où je l'avais trouvée et je n'ai rien dit. Pas un mot. J'ai vécu avec cette boule au ventre pendant des semaines. Chaque fois qu'elle ouvrait le courrier ou parlait de facture, j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Puis, quelques semaines plus tard, c'est arrivé. Elle faisait ses comptes et elle m'a demandé si je savais d'où venait une dépense étrange sur son relevé. Heureusement pour moi, ce n'était pas le genre de nom de site évident ou explicite. Le nom sonnait vaguement technique, presque banal. Mon cerveau a travaillé à une vitesse folle et j'ai improvisé. Je lui ai dit que j'avais dû acheter quelque chose par erreur sur World of Warcraft. Elle me laissait utiliser sa carte pour ça, à condition que je fasse des corvées pour payer mon abonnement, donc l'excuse tenait à peu près debout. Je lui ai donné 25 $ en liquide, pris sur de l'argent d'anniversaire, et je lui ai dit que j'avais oublié de lui en parler le jour même parce qu'elle n'était pas à la maison. Elle a soupiré, un peu agacée, mais elle a accepté l'explication. Et ça s'est arrêté là. Je me souviens avoir discuté avec un garçon en ligne. Pour moi, ça n'a jamais dépassé le stade de l'amitié. C'est en tout cas ce que je croyais. On parlait de centres d'intérêt communs, de valeurs, de choses assez banales finalement. Rien de romantique, rien de flou de mon côté. C'était juste quelqu'un avec qui discuter. À un moment, j'ai dû me concentrer davantage sur l'école. Mon temps en ligne est devenu beaucoup plus limité.
C'est là que son comportement a changé. S'il m'envoyait un message et que je ne répondais pas tout de suite, il en envoyait 10. Puis 20. Puis 100 littéralement. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'avais l'impression que je n'avais plus le droit de ne pas être disponible. Au début, j'ai essayé d'être poli. J'expliquais que j'étais occupé, que je ne pouvais pas parler autant. Ça ne changeait rien. Plus je prenais de distance, plus il devenait insistant. Finalement, j'ai compris que ça n'allait jamais s'arrêter. Je lui ai dit clairement que je ne pouvais plus continuer à discuter et je l'ai bloqué. Une semaine plus tard, j'étais à l'école de ma mère. J'attendais tranquillement quand la secrétaire est venue me voir pour me dire qu'il y avait un appel pour moi. J'ai décroché. C'était lui. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je n'avais aucune idée de comment il avait trouvé ce numéro. Encore moins de comment il savait où j'étais. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression de ne plus entendre ce qu'il disait. L'école a immédiatement pris la situation au sérieux et a fait en sorte qu'il ne puisse plus appeler là-bas. Mais le mal était fait. Quelque chose s'était brisé en moi à ce moment-là. Même après ça, je n'ai jamais retrouvé un sentiment de sécurité. J'avais constamment l'impression d'être observé. Que peu importe où j'allais, il trouverait un moyen de me contacter. J'ai changé de numéro de téléphone. Puis encore une fois. Puis une troisième fois. À chaque fois, il finissait par le retrouver. Comme s'il ne voulait pas me laisser disparaître. Quand j'avais probablement 14 ou 15 ans, je parlais avec un gars en ligne. Rien de sérieux, on ne sortait pas ensemble, c'était juste un peu flirt, des messages idiots, des compliments, ce genre de choses. Un samedi matin, sans prévenir, il a débarqué chez moi avec ses parents. Je n'avais jamais donné mon adresse. Jamais. Et pourtant, ils étaient là, sur le pas de la porte. Ses parents ont serré la main de mon père, très polis, très normaux, et ils ont dit qu'ils repasseraient plus tard. Avant que je comprenne vraiment ce qui se passait, il était déjà entré dans la maison. Et quand j'ai enfin réalisé que ce garçon était celui avec qui je parlais en ligne, ses parents étaient déjà partis. Juste comme ça. Super gênant. Une situation tellement bizarre que personne ne savait vraiment quoi dire, alors on a essayé de faire comme si tout était normal. Il s'est installé comme s'il était chez lui. Il a mangé absolument tout ce qu'il trouvait dans la cuisine. Des snacks, des restes, des trucs au hasard. Il a bu presque tout un pack de 12 canettes de coca à lui tout seul. Et il sentait incroyablement mauvais. Vraiment. Une odeur de sueur, de vêtements sales, quelque chose de lourd qui restait dans l'air. Je n'osais même pas m'asseoir trop près de lui. Mon père était complètement perdu. Moi aussi. On ne savait pas comment contacter ses parents. Il n'y avait pas de numéro, pas de portable, rien. On s'est retrouvés à regarder la télévision tous les trois, assis dans un silence horrible, chacun faisant semblant que cette situation n'était pas totalement absurde. Les heures passaient lentement, beaucoup trop lentement. Au bout d'un moment, j'ai fini par lui demander quand ses parents venaient le chercher. Il m'a répondu très calmement qu'il ne viendrait pas. Qu'il avait besoin qu'on le ramène et qu'il habitait à plus d'1 heure de route. Mon père a immédiatement dit qu'il ne le conduirait pas. Du coup, il a fallu attendre que ma mère finisse le travail à 21h. 9h du soir. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. C'était horrible. Vraiment horrible. Il n'arrêtait pas d'essayer de se rapprocher de moi, de me toucher le bras, de faire des avances lourdes et maladroites. Tout chez lui me dégoûtait. Sa façon de parler, son odeur, son insistance. Je me sentais coincé dans ma propre maison, sans aucune échappatoire. Avant de partir, il a fait exprès de laisser son sweat chez moi, en disant que comme ça, on serait obligé de se revoir. Dès qu'il a franchi la porte, je l'ai jeté à la poubelle sans hésiter une seconde. On vivait dans un coin très rural, ses parents étaient apparemment occupés, ils n'avaient pas de téléphone portable, et je n'avais absolument aucune idée de comment m'en débarrasser plus tôt.
J'ai rarement ressenti un soulagement aussi intense que le moment où il est enfin parti. Pendant le Covid, je devais assurer mes cours via Zoom. L'un d'eux était un cours de travaux pratiques d'astronomie pendant l'été. Même si nous ne nous retrouvions pas à l'observatoire ni n'utilisions les télescopes, l'université avait tout de même programmé le cours à l'horaire habituel, de 21h à 23h50. J'ai présenté le TP et la simulation qui leur était assignée, répondu aux questions, puis dit bonne nuit vers 22h30. J'ai arrêté le partage d'écran, les étudiants se sont déconnectés, mais pour une raison quelconque j'ai oublié de fermer Zoom. Environ 1 heure plus tard, j'entends « Bonjour, il y a quelqu'un ». J'ai pensé que c'était quelqu'un dans mon jardin qui parlait à travers la moustiquaire de la fenêtre. C'était l'été, donc les fenêtres étaient ouvertes la nuit. Je ne comprenais pas ce qui se passait et je suis sorti du lit en silence, dans le noir, pour aller voir qui était là dehors. Pendant ce temps, j'entendais toujours « Bonjour, il y a quelqu'un ». Je ne voyais rien dans le jardin à part quelques chats errants que je nourrissais, et ils n'étaient pas affolés, ce qui aurait sûrement été le cas si quelqu'un s'était trouvé là. Finalement, la voix a dit « Professeur, mon nom, êtes-vous là ?» Il m'a fallu quelques secondes, mais j'ai réalisé que Zoom était encore ouvert et que la voix venait de quelqu'un qui se trouvait probablement à des kilomètres de là. Il s'agissait d'un étudiant qui avait raté la séance Zoom parce qu'il travaillait tard. Normalement, Zoom se ferme tout seul après un certain temps d'inactivité, mais apparemment la limite n'avait pas encore été atteinte. Je me suis fait ça toute seule, par accident, quand j'étais au lycée. À l'époque, j'avais un petit ami et j'ai eu l'idée complètement stupide de lui faire une vidéo sous la douche. On voyait tout. Absolument tout. Sur le moment, ça me paraissait normal, presque banal, juste un truc privé entre nous. J'ai essayé de lui envoyer la vidéo, sauf que la vapeur et la condensation sur mon téléphone ont tout fait déraper. Si vous avez déjà pris votre téléphone sous la douche, vous savez à quel point l'écran devient infernal. Ça glisse, ça répond mal, on appuie au mauvais endroit sans s'en rendre compte. J'ai cliqué au mauvais endroit. Et au lieu de lui envoyer directement, la vidéo est partie sur ma story publique. Je ne m'en suis rendu compte de rien. J'étais encore dans la salle de bain quand ma mère a débarqué en courant à l'étage et m'a hurlé dessus comme jamais. Je ne comprenais même pas pourquoi. Puis j'ai regardé mon téléphone. Il était littéralement en train d'exploser. Des notifications partout, des messages qui arrivaient sans arrêt. Des amis du lycée m'écrivaient. Des gens de ma classe de danse. Des enfants plus jeunes. Des membres de ma famille. Tout le monde me demandait si j'allais bien, ce qui se passait, pourquoi j'avais posté ça. Et au milieu de tout ça, des inconnus qui sauvegardaient la vidéo, qui faisaient des captures d'écran, qui la partageaient. J'ai supprimé la story immédiatement, évidemment, mais c'était déjà trop tard. La vidéo a continué à circuler dans une partie de mon année scolaire. Des gens en parlaient sans jamais me le dire directement. Des regards bizarres, des chuchotements, cette sensation constante que tout le monde savait quelque chose que je voulais oublier. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle de mon image en quelques secondes, à cause d'un écran mouillé et d'un clic raté. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à prendre mon téléphone sous la douche. Je n'arrive même pas à le poser trop près. Rien que l'idée me met mal à l'aise. Parfois, je repense à ce moment pendant que je me lave, et je ressens une énorme gêne, presque physique. Je frissonne de honte en me souvenant de cette minute stupide qui m'a suivi bien plus longtemps que je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis admin d'un groupe Facebook local. Un petit groupe de communauté rurale, le genre d'endroit où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai supprimé le post d'un type parce qu'il enfreignait clairement les règles. Rien de personnel, rien de politique, juste de la modération basique. Il est devenu complètement fou. Presque immédiatement, il s'est mis à m'envoyer des messages de rage. Des pavés remplis d'insultes, de menaces à peine voilées, puis de moins en moins voilées. Comme c'était un groupe local,
je savais très bien qu'il y avait de grandes chances qu'il sache où je travaillais. Peut-être même où j'habitais. Cette idée m'a glacé le sang quand il a commencé à mentionner ma famille. Puis il a menacé ma fille. Tout ça parce que j'avais supprimé son post Facebook. À ce moment-là, je ne me sentais plus du tout dans un conflit en ligne. Ça avait franchi une ligne très nette. J'ai pris des captures d'écran de tout et j'ai appelé la police. Leur réponse a été décourageante. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire tant qu'ils ne passaient pas à l'acte. Tant qu'ils ne se présentaient pas physiquement, tant qu'ils ne faisaient rien de concret. Ils ont ajouté qu'il y avait de fortes chances qu'ils ne fassent rien de toute façon. Et effectivement, il n'a rien fait. En cherchant un peu, j'ai parlé à d'autres personnes qui le connaissaient. Apparemment, ce n'était pas nouveau. Il menace beaucoup de monde. Il explose, il intimide, il terrorise par message, puis il disparaît. Un schéma bien rodé. Beaucoup de bruit, zéro passage à l'acte. Plusieurs personnes m'ont dit qu'il buvait beaucoup, que ça faisait partie de sa réputation. Mais même en sachant ça, ça n'a pas effacé la peur. Parce que quand quelqu'un menace ton enfant, même s'il a l'habitude de menacer dans le vide, ton cerveau ne l'entend pas comme une simple colère. Tu imagines les pires scénarios. Tu regardes autour de toi différemment pendant quelques jours. Tu te demandes si tu n'as pas fait une erreur en utilisant ton vrai nom, ton vrai profil, dans un espace aussi local. Il n'est rien arrivé. Et avec le recul, je sais que la police avait probablement raison sur le fait qu'il ne ferait rien. Mais cette expérience m'a appris à quel point les gens peuvent devenir violents, verbalement, pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un post supprimé. Et à quel point être visible, même comme simple admin bénévole, peut te rendre vulnérable dans une petite communauté. À une époque, j'étais administrateur d'un serveur Minecraft. J'étais encore jeune, au lycée, et pour moi c'était surtout un passe-temps, une responsabilité virtuelle qui me donnait l'impression d'avoir un certain contrôle, une petite reconnaissance dans un monde en ligne. Le propriétaire du serveur, lui, était beaucoup plus sombre. Il possédait un site de DDoS énorme, un truc connu dans certains cercles. Ce site a fini par être fermé par le FBI, mais à l'époque, je n'avais aucune idée de l'ampleur réelle de ce qu'il faisait. Quand j'ai décidé de quitter le serveur et de démissionner de mon rôle d'admin, tout a basculé. Presque immédiatement, le propriétaire a commencé à me harceler. Il avait récupéré toutes mes informations personnelles. Mon nom, mon adresse, des détails que je n'avais jamais partagés publiquement. Il envoyait des lettres de menaces chez moi, directement à mon domicile. Pas des messages en ligne, pas des blagues douteuses, de vraies lettres physiques. Et en parallèle, il m'a littéralement coupé d'Internet pendant 3 mois en me DDoS en continu. 3 mois à être hors ligne, à appeler mon fournisseur, à ne rien comprendre, à me sentir impuissant. Au début, je n'y croyais pas vraiment. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas ciblé, que ce n'était pas personnel, que j'exagérais. Je me disais que ce genre de choses arrivait à d'autres, que je n'étais qu'un dommage collatéral. Puis le temps a passé. J'ai fini le lycée, j'ai avancé dans ma vie, et cette histoire est restée dans un coin de ma mémoire, floue, presque irréelle. Récemment, en repensant à mes années de lycée, un détail m'est revenu d'un coup. À l'époque, il m'avait menacé de passer un faux appel signalant une bombe dans mon établissement scolaire. Je me souviens très clairement de ce message, de la façon dont il l'avait formulé, comme s'il voulait surtout me faire peur. Et puis, peu de temps après, mon lycée a effectivement été fermé à cause d'une alerte à la bombe. Tout le monde avait été évacué, la journée annulée, la police sur place. Je n'ai jamais eu de problème à cause de ça. Personne ne m'a interrogé, personne ne m'a accusé de quoi que ce soit. Officiellement, rien n'était lié à moi. L'incident a été classé, et la vie a continué. Mais avec le recul, je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce n'était pas lié. Si ce n'était pas une manière pour lui de montrer qu'il pouvait aller encore plus loin, même sans jamais me le prouver directement.
En 1997, j'étais sur un forum de catch et j'avais posté un message disant que j'allais assister à un show de CW pas loin de chez moi. À l'époque, c'était normal de discuter comme ça en ligne, sans trop réfléchir. Un type a commencé à répondre à mon message et à me bombarder de questions. Le lieu exact, l'ambiance, les catcheurs annoncés, le déroulement du show, absolument tout y passait. J'essayais de répondre tant bien que mal, pensant juste qu'il était enthousiaste. À un moment, il a écrit quelque chose du genre que je l'avais convaincu d'y aller et qu'il viendrait avec ses enfants. J'ai répondu un truc du style « tant mieux pour toi », sans y accorder la moindre importance. Le CW n'était clairement pas un spectacle familial, mais ce n'était pas mon problème. Je n'y ai plus pensé une seule seconde. Le jour du show arrive enfin. Je m'y rends avec mon groupe, excités comme des gamins. L'ambiance était exactement ce qu'on attendait. Bruyante, chaotique, clairement pas adaptée aux enfants. Il y avait une énorme file d'attente pour les places en admission générale. Tout le monde criait, chantait, buvait, l'atmosphère était électrique. On avançait tranquillement dans la file, heureux d'être là, quand j'ai entendu quelqu'un crier mon prénom. Je me suis retourné, un peu surpris. La voix venait de l'avant de la file. J'ai levé les yeux et je l'ai vu. C'était le gars du forum. Il était déjà presque à l'entrée et me faisait de grands gestes pour que je le rejoigne, comme si on se connaissait vraiment. Comme si on avait prévu de se retrouver là. Mon estomac s'est noué instantanément. À ce moment précis, j'ai réalisé à quel point cette situation était bizarre. Ce type m'avait reconnu uniquement grâce à ce que j'avais posté en ligne. Il savait que je serais là, il savait à quoi je ressemblais suffisamment pour me repérer dans la foule, et maintenant il m'appelait par mon prénom devant des centaines de personnes. Tout ça à partir d'un simple message sur un forum. Je me suis figé une seconde, partagé entre la confusion et un profond malaise. Je n'ai jamais été aussi conscient de l'écart entre parler à quelqu'un derrière un écran et le croiser dans la vraie vie. Je ne me souviens même plus exactement de ce que j'ai fait ensuite. Je sais juste que l'excitation du début a été remplacée par cette sensation étrange, presque menaçante, qui ne m'a pas quitté de la soirée. L'ex de mon mari a réussi à me traquer en utilisant les services de localisation de mon téléphone quand on venait tout juste de commencer à sortir ensemble. À l'époque, je ne me méfiais pas du tout. Je postais parfois des choses en ligne sans réfléchir, sans vraiment comprendre à quel point ces infos pouvaient être recoupées. Elle s'est rendue aux 3 endroits depuis lesquels je postais le plus souvent. Ma maison. Mon travail, où j'étais coordinatrice de vie pour un jeune homme neurodiverge atteint de schizophrénie paranoïde. Et la maison de ma mère. Quand je repense à la facilité avec laquelle elle a pu établir ce schéma, j'en ai encore la nausée. Ce qui me hante le plus, c'est à quel point elle a été proche de trouver la maison de mon client. Cet endroit était volontairement difficile à localiser. Il fallait connaître précisément la route cachée où tourner, sinon on passait devant sans jamais la voir. Si elle avait réussi à le trouver, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Ces médecins nous avaient expliqué que s'il entrait en état catatonique, il y avait de grandes chances qu'il ne s'en relève jamais. Elle aurait pu littéralement le terroriser à mort. Et pour lui, l'hôpital psychiatrique d'État aurait été une condamnation. Pour nous aussi. Ce gamin, c'était notre garçon. On le protégeait comme un membre de la famille. Je sais à quel point cette femme était instable, parce qu'après ça, elle a essayé de s'introduire chez ma mère. Cette nuit-là, ma mère venait de prendre son Ambien quand elle a entendu du bruit. Elle était à moitié endormie, désorientée, paniquée. Quand la police est arrivée, elle était complètement hors d'elle, terrorisée, incapable d'expliquer clairement ce qui se passait. Ils ont décidé de la placer en observation psychiatrique. J'ai dû supplier, pleurer, expliquer la situation encore et encore pour qu'ils acceptent de me la confier et de la laisser sortir avec moi. Et puis, comme un dernier acte, elle est revenue. Elle a forcé ma voiture, l'a saccagée, a tout retourné à l'intérieur. Verrou arraché, affaires personnelles jetées partout, comme si elle avait besoin de cette destruction finale pour tourner la page. Après ça, plus rien.
Comme si elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. Depuis, je ne plaisante absolument plus avec la géolocalisation. Je discutais en ligne avec une femme depuis un moment et les échanges étaient devenus assez osés. Rien de totalement explicite, mais clairement flirt, sous-entendu, cette zone floue où ça glisse doucement vers quelque chose de plus intime. On avait nos habitudes, on se connectait souvent aux mêmes heures, et tout ça s'était installé de manière assez naturelle. Un jour, je me connecte à l'heure habituelle et je vois qu'elle est déjà en ligne. Ce qui était un peu inhabituel, mais je n'y ai pas prêté attention sur le moment. On commence à parler de choses banales, comme d'habitude. Puis, sans transition, la conversation bascule. Elle devient beaucoup plus directe. Beaucoup plus sexuelle. Trop rapide, trop insistante. Et là, j'ai eu ce déclic. Ce moment très précis où tout s'aligne dans ta tête d'un coup. Le ton n'était pas le même. Les mots n'étaient pas choisis de la même façon. Il y avait quelque chose de maladroit, d'exagéré, presque naïf dans la manière dont c'était écrit. J'ai compris que je n'étais pas en train de parler avec elle. J'étais en train de discuter avec sa fille de 15 ans. J'ai immédiatement fermé la discussion. Sans répondre, sans chercher à clarifier quoi que ce soit. Juste une déconnexion nette. Le cœur battant, l'estomac noué, avec cette sensation glaciale d'avoir frôlé quelque chose de vraiment grave sans le vouloir. Dans la foulée, je lui ai envoyé un email. Elle m'a répondu plus tard. Elle était encore au travail et n'avait pas eu le temps de me prévenir. Sa fille avait utilisé son compte, sans mesurer les conséquences, sans comprendre ce qu'elle faisait vraiment. De son côté, elle était horrifiée, mortifiée, paniquée à l'idée de ce qui aurait pu se passer. Je lui ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Que rien n'avait réellement eu lieu. Que j'avais coupé dès que j'avais compris. Mais même en écrivant ça, je sentais le poids du scénario alternatif. Celui où je n'aurais pas compris tout de suite. Celui où la conversation aurait continué quelques minutes de plus. Quand j'avais environ 20 ou 21 ans, j'ai commencé à accepter ma sexualité et j'ai décidé d'essayer un site de rencontres et de plans gays. C'était vraiment les débuts des rencontres en ligne, à une époque où tout ça paraissait encore nouveau et un peu expérimental. Le site fonctionnait avec la localisation, donc toutes les personnes avec qui je discutais vivaient dans mon coin. Des gens qui auraient pu me croiser au supermarché sans que je le sache. J'ai eu quelques conversations sans importance. Des échanges polis, un peu maladroits, qui n'ont mené nulle part. Puis j'ai commencé à parler avec un homme plus âgé. Il disait aimer mes photos, il me faisait des compliments, flirtait de façon assez classique. Rien d'alarmant au début. Ça me donnait même une petite sensation de validation, comme si je faisais enfin partie de ce monde que je regardais de loin depuis si longtemps. Au bout d'un moment, il m'a demandé si j'étais intéressé pour qu'on se rencontre. J'ai répondu peut-être, sans m'engager. Il a alors commencé à me poser des questions sur ce que j'aimais, ce qui m'attirait, mes limites. Puis il a dit qu'il aimerait me montrer ce qu'il avait envie de me faire. Avant même que je puisse répondre, il m'a envoyé des images. C'était des scans d'une sorte de bande dessinée à la main. Pas quelque chose de stylisé ou de symbolique. C'était explicite. On y voyait de jeunes hommes se faire torturer physiquement et sexuellement. Des corps mutilés, démembrés, assassinés. Les dessins étaient crus, détaillés, malsains. J'ai senti une vague de panique me traverser immédiatement. J'ai complètement paniqué. J'ai fermé le site, supprimé mon compte, effacé tout ce que je pouvais. Ensuite, je n'ai presque pas dormi pendant plusieurs jours. Je n'arrêtais pas de penser au fait qu'un homme vivant près de chez moi, quelqu'un qui connaissait mon visage, avait envoyé ça en disant qu'il voulait me faire ces choses-là. Chaque bruit dehors me faisait sursauter. Chaque inconnu croisé dans la rue me semblait suspect. Avec le temps, j'ai essayé de me raisonner. Je me suis répété qu'il était peu probable que ce type pense réellement trouver un partenaire consentant pour ce qui était montré dans ces images.
Qu'il cherchait sans doute juste à choquer, à provoquer, à terroriser quelqu'un pour son propre plaisir. Peut-être qu'il n'attendait même pas de réponse, juste une réaction. Mais même en me disant ça m'a marqué profondément. Pendant longtemps, ces images me revenaient en tête sans prévenir. Elles ont laissé une trace, une peur sourde associée à cette période où j'essayais simplement de me comprendre et de me découvrir. Ça a terni quelque chose qui aurait dû être une étape excitante et libératrice de ma vie, et ça m'a rappelé brutalement à quel point se rendre vulnérable pouvait être dangereux. J'avais un harceleur à l'époque d'IM. Il apparaissait pour m'insulter ou me harceler, je le bloquais, il créait de nouveaux pseudos pour recommencer, je le rebloquais, il disparaissait un moment, puis ça repartait. Environ un an plus tard, je jouais à Final Fantasy XI, un MMO, quand quelqu'un a rejoint notre guilde. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, parce que je n'étais pas très investi dans le leveling. Je passais surtout mon temps à traîner et à faire du craft. Mais cette personne proposait toujours d'aider les autres à monter de niveau. Sans raison précise, je ne l'aimais pas, alors je l'évitais. Ça a duré littéralement un an, jusqu'au jour où j'ai eu besoin d'aide pour une quête et où le type s'est imposé pour m'aider. Bon. Tant pis. Tout était assez normal au début, jusqu'à ce que je remarque quelques trucs bizarres. Il en savait un peu trop sur moi, s'intéressait un peu trop à moi, et essayait sans cesse de me faire admettre que je ne le détestais pas. Je lui ai répondu un truc du genre, « Je ne te connais pas vraiment, donc je suppose que non. » Et là, il a lâché la bombe. C'était mon harceleur. Il avait passé un temps ridicule à fouiller mes conversations IM pour trouver des indices sur mon pseudo, le serveur sur lequel je jouais et ma guilde. Il avait créé un personnage sur ce serveur. L'avait monté de niveau. Avait rejoint ma guilde. S'était rendu indispensable à la dite guilde. Tout ça pour m'attirer et finir par se retrouver en groupe avec moi afin que je finisse par admettre que je ne le détestais pas. Son raisonnement était qu'il s'était excusé pour son comportement passé, donc j'étais obligé de lui pardonner. Et comme j'avais interagi avec lui sans savoir qui il était et que je ne l'avais pas immédiatement détesté, je devais accepter ses excuses, lui pardonner son comportement et devenir sa meilleure amie. Je n'ai pas apprécié du tout. J'ai fini par quitter cette guilde, puis le jeu lui-même, surtout quand ma guilde de merde a pris son parti parce que, il s'était excusé, et qu'en plus, il était d'un niveau plus élevé que moi. J'ai découvert après la mort de mon père qu'il utilisait des photos et des informations de ma vie pour se faire passer pour moi en ligne et piéger de jeunes femmes lesbiennes afin d'obtenir des photos nues. Rien que d'écrire cette phrase me donne encore la nausée. Je n'avais absolument aucun soupçon de son vivant. Pour moi, il était juste mon père, avec ses défauts, ses silences, ses zones d'ombre que je n'avais jamais vraiment questionnées. Après son décès, en fouillant dans ses affaires numériques pour régler ce qui devait l'être, je suis tombé sur un faux compte Facebook. Un compte construit entièrement autour de moi. Mon prénom, mes photos, des détails précis de ma vie quotidienne, des anecdotes personnelles, des lieux que je fréquentais. Tout était réel, sauf la personne derrière l'écran. C'était comme regarder une version déformée de moi-même, utilisée comme un costume pour manipuler d'autres personnes. J'ai compris assez vite ce qu'il faisait avec ce compte. Il discutait avec des jeunes femmes, se présentant comme une lesbienne, gagnant leur confiance, créant une intimité basée sur des mensonges, pour finir par leur demander des photos. Des photos qu'elle pensait envoyer à quelqu'un comme elle, à quelqu'un de sûr. Savoir que mon image avait servi à ça m'a profondément écœuré. Le pire, c'est que je n'ai pas eu le choix. J'ai dû ouvrir ce compte, lire les conversations, et contacter chaque personne listée comme amie. Une par une. Leur expliquer que ce n'était pas moi. Que la personne avec qui elle parlait était morte. Que c'était mon père. Que tout était faux. Chaque message était une humiliation supplémentaire, une explication impossible à formuler correctement, parce que la vérité était trop tordue, trop sale. Certaines m'ont cru. D'autres non. Plusieurs se sont mises en colère contre moi. Elles avaient utilisé les informations qu'il leur avait données pour retrouver mon entreprise, mon vrai lieu de travail,
et elles sont venues directement dans ma boutique. Furieuses. Blessées. Convaincues que j'étais celle qui leur avait menti, manipulé, trahi leur confiance. Je me retrouvais face à leur rage, à leur douleur, pour quelque chose que je n'avais jamais fait. J'essayais d'expliquer encore et encore. De répéter la même histoire absurde, honteuse, traumatisante. Que ce n'était pas moi. Que mon père était mort. Que je découvrais tout en même temps qu'elle. Mais comment demander à quelqu'un de croire une vérité aussi invraisemblable quand tout pointe vers vous? Cette période a complètement détruit ma notion de sécurité et de confiance. Mon identité avait été volée par la seule personne que je n'aurais jamais imaginé capable de ça. Même après avoir fermé le compte, même après avoir tout expliqué, je n'ai jamais vraiment retrouvé la tranquillité. Quand j'avais environ 15 ans, j'étais sur un site internet pour enfants. C'était la première fois que je parlais vraiment à des inconnus en ligne, que je me faisais des amis virtuels. Je discutais avec plein de gens différents, tout était public, un peu maladroit, très innocent. À l'époque, ça me paraissait juste amusant. Il y avait une personne en particulier avec un prénom de fille. Son profil était rempli de dessins furtifs vraiment mauvais, mal faits, un peu dérangeants sans que je sache expliquer pourquoi. Cette personne essayait souvent de me parler, revenait régulièrement dans les conversations où j'étais, me répondait presque systématiquement. Ça me mettait un peu mal à l'aise, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison exacte. Je me disais surtout que je ne voulais pas être méchant, alors je lui répondais de temps en temps, sans m'investir. Heureusement, comme c'était un site pour enfants, toutes les discussions étaient publiques. Rien en message privé. Un jour, quelqu'un m'a contacté pour me prévenir. Cette personne m'a dit qu'apparemment, ce compte était tenu par un pédophile. Elle ne m'a pas donné de preuves concrètes, rien de vérifiable. Mais malgré ça, j'ai ressenti un énorme malaise. Un instinct très fort qui me disait que c'était vrai. Sans trop réfléchir, j'ai confronté la personne. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle était et que je ne voulais plus qu'elle me parle. Je me souviens encore de la boule dans mon ventre en écrivant ce message. Après ça, le compte a tout simplement disparu du site. Plus jamais revu. Comme s'il n'avait jamais existé. Avec le recul, ce n'est pas l'histoire la plus effrayante du monde. Il ne s'est rien passé concrètement. Mais à 15 ans, ça m'a vraiment secoué. Pendant un bon moment après ça, je n'ai parlé qu'aux gens que je connaissais déjà sur le site. Je me méfiais de tout le monde, même dans un espace censé être sûr. Au début des années 2000, je tournais encore sur Windows XP avec Zone Alarm Security Suite, un pare-feu et moniteur de trafic réseau assez populaire à l'époque. J'avais aussi un disque dur externe branché en permanence, mon fourre-tout numérique. Toute ma vie était dessus. Musique, documents personnels, infos bancaires, photos et vidéos de famille. Tout ce qui comptait pour moi était stocké là, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Un jour, je suis tranquillement assis devant mon PC, je ne fais rien de spécial, et je remarque que le trafic sortant explose littéralement. Les graphiques montent en flèche. Sauf que je n'étais en train de rien télécharger, rien envoyer, rien synchroniser. J'ai immédiatement paniqué. J'ai commencé à fouiller dans Zone Alarm pour voir quel programme envoyait autant de données, mais impossible de trouver le coupable. Par réflexe, j'ai désactivé le port Ethernet. Instantanément, le trafic s'est arrêté. J'ai rebranché le câble, et en moins d'une minute, le trafic est reparti exactement comme avant. Là, j'ai commencé à vraiment flipper. J'ai alors débranché mon disque dur externe. Et encore une fois, le trafic s'est arrêté net. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose de très mauvais était en train de se passer. J'ai immédiatement mis le PC hors ligne et je l'ai laissé comme ça pendant plusieurs heures pendant que j'essayais de comprendre. En fouillant plus en profondeur, j'ai fini par découvrir que j'avais été infecté par un cheval de Troie avec une porte dérobée. Il était en train d'aspirer les données de mon disque, celui du disque dur externe, et de les envoyer à l'extérieur.
Je n'ai jamais su exactement quoi ni combien de données avaient déjà été récupérées avant que je coupe la connexion. Cette idée me hante encore un peu aujourd'hui. J'ai tout formaté sans hésiter. Système, disque, absolument tout. J'ai ensuite réinstallé en ajoutant encore plus de protection, en verrouillant chaque accès possible, en devenant presque parano. Franchement, sans zone alarme, je n'aurais jamais rien vu. Le système aurait continué à vider ma vie numérique en arrière-plan sans que je m'en rende compte. Je précise aussi que j'avais un antivirus très réputé installé, avec des signatures à jour. Ce n'était ni McAfee ni Norton. J'utilisais aussi Spibo Search and Destroy. Malgré tout ça, je me suis quand même fait infecter. Je ne sais toujours pas quand ni comment le trojan est arrivé sur ma machine. Un fichier, un site, un périphérique, aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'après ça, je n'ai plus jamais considéré la sécurité informatique comme un détail. Probablement mon pire souvenir lié à Facebook Marketplace. Je vendais un ordinateur et j'avais fixé un rendez-vous avec quelqu'un pour conclure la vente. Le rendez-vous était prévu à 20h. Déjà, l'horaire n'était pas idéal, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça sur le moment. Quand je suis arrivé au lieu du rendez-vous, j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. C'était à l'arrière d'un dépôt de camions, un endroit un peu isolé, mal éclairé, qui avait l'air presque désert à cette heure-là. Pas complètement abandonné, mais assez vide pour que ça mette mal à l'aise. J'ai ressenti ce petit signal d'alarme intérieure, mais je me suis convaincu que rien n'allait arriver. Après tout, je n'étais là que pour vendre un ordinateur. Je suis resté dans ma voiture et j'ai envoyé un message au gars pour lui dire que j'étais sur place. Il m'a répondu qu'il arrivait et qu'il lui fallait 5 minutes. J'ai attendu un peu, puis je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à marcher autour, surtout pour me dégourdir les jambes et jeter un œil aux alentours. C'est là que j'ai remarqué un vieux van blanc sale, avec une couleur presque boueuse, garé pas très loin. Il avait l'air hors d'âge, négligé, et complètement hors contexte. Je faisais face à l'avant du van quand le moteur s'est soudainement allumé. À cet instant précis, mon instinct a pris le dessus. Une montée d'adrénaline immédiate, cette certitude viscérale qu'il fallait partir maintenant, sans réfléchir. J'ai fait demi-tour et j'ai commencé à marcher rapidement vers ma voiture. Et le van a commencé à avancer en même temps que moi. Lentement, mais clairement dans ma direction. Je n'ai pas couru. Je me suis contenté d'accélérer le pas, le cœur battant à tout rompre. J'ai atteint ma voiture, je suis monté dedans et j'ai démarré immédiatement. Le van m'a suivi. J'ai quitté le dépôt, pris plusieurs routes, et il est resté derrière moi. Il m'a suivi pendant 6 ou 7 miles. Assez longtemps pour que la peur s'installe pour de bon. J'ai finalement réussi à le semer en prenant l'autoroute. Une fois en sécurité, je me suis arrêté pour reprendre mes esprits. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert Facebook Messenger pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Le profil de l'acheteur avait disparu. Soit il m'avait bloqué, soit il avait supprimé son compte. Il n'y avait plus aucune trace de lui. À partir de ce jour-là, quelque chose a changé chez moi. Je ne vois plus les ventes en ligne de la même façon. J'ai commencé à porter une arme dissimulée après cette expérience. Pas par paranoïa, mais parce que j'ai compris à quel point une situation banale peut basculer en quelques secondes. Je ne saurais jamais ce qui aurait pu se passer si j'étais resté plus longtemps, ou si je n'avais pas écouté mon instinct à ce moment précis. Mais je sais une chose. Cette vente n'avait rien de normal. Et je suis convaincu que partir immédiatement m'a probablement évité quelque chose de bien pire. Sur le compte de réseau social de mon quartier, j'ai posté une vidéo prise par ma caméra montrant une personne qui frappait à ma porte vers 3h du matin et qui se comportait de façon étrange. Je dormais profondément à ce moment-là, je n'avais absolument rien entendu. Dans mon message, je demandais simplement si cette personne était aussi passée chez quelqu'un d'autre et si quelqu'un avait une idée de ce qu'elle pouvait vouloir. C'était tout. Aucune accusation, aucune panique, juste une question.
Très vite, un homme qui habite plus bas dans la rue, que je n'avais jamais rencontré de ma vie, a commencé à répondre. Et pas du tout de manière normale. Il a enchaîné des messages agressifs, remplis de colère, me reprochant de ne pas avoir ouvert la porte à cet inconnu, alors que j'étais en train de dormir. Il m'a écrit de longs pavés moralisateurs, comme si j'avais commis une faute grave. Puis il a commencé à exciter les autres personnes dans les commentaires, à retourner la discussion contre moi, à attiser la haine. À un moment, il a même écrit publiquement qu'il possédait une arme à feu. Comme si ça rendait son opinion plus légitime. Comme si c'était censé me calmer. Ensuite, il est passé en message privé. Il m'a envoyé son adresse, son numéro de téléphone, et m'a dit de venir chez lui pour le rencontrer en personne. Comme si c'était la suite logique de cette situation complètement absurde. Je lui ai répondu une seule fois. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter. Rien d'autre. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas essayé de me justifier. Malgré ça, il ne s'est pas arrêté. Il a trouvé mon adresse mail professionnelle, puis mon compte LinkedIn, et il a commencé à m'envoyer des messages là aussi. Toujours son numéro. Toujours son adresse. Toujours cette insistance à vouloir me voir. À ce moment-là, je tremblais littéralement. J'ai appelé un ami pour qu'il vienne chez moi parce que je ne me sentais plus en sécurité toute seule. Cet homme savait clairement où j'habitais. La vidéo montrait ma porte, mon entrée, mon environnement. Je n'arrêtais pas de regarder par la fenêtre, d'écouter le moindre bruit. J'ai sérieusement envisagé d'appeler la police. Finalement, j'ai choisi de l'ignorer complètement. Plus aucune réponse, sur aucun canal. Après un moment, il s'est arrêté. Sans explication. Comme si de rien n'était. Dès que le silence est revenu, j'ai supprimé mon compte sur ce réseau social. Définitivement. Tout ça parce que j'ai posté une vidéo en demandant simplement qui était la personne qui avait frappé à ma porte. Rien de plus. Je ne referai jamais ça. Jamais. Ce n'était pas une situation qui m'a mis en danger personnellement, mais il y a quelques années, je regardais un streamer sur Twitch et il s'est fait squatter en direct. C'était un streamer cuisine. Rien de polémique, rien de provoquant. Il discutait tranquillement avec le chat pendant qu'il préparait des tacos. Ambiance détendue, blagues, odeur imaginaire de nourriture derrière l'écran. Vraiment le genre de stream le plus inoffensif possible. Et puis, d'un coup, son visage a changé. Il a regardé vers une fenêtre, puis une autre, et il a dit qu'il voyait énormément de voitures de police devant chez lui. On a d'abord cru à une blague. Il a ri nerveusement, puis il s'est levé et a dit qu'il allait vérifier. Quelques secondes plus tard, il est revenu dans le champ de la caméra, les mains levées, visiblement paniqué, et il est sorti du cadre. La caméra est restée allumée. On est resté là, des centaines de personnes, à regarder en silence. On voyait sa cuisine vide, les tacos à moitié préparés sur le plan de travail. Puis des policiers en tenue tactique sont entrés dans la maison. Casque, gilet, armes pointées. Ils ont traversé la cuisine, ont crié des ordres hors caméra, ont vérifié les pièces une par une. Tout ça en direct. Sans coupure. C'était extrêmement stressant. Personne ne savait comment ça allait se terminer. On se demandait si on allait entendre des coups de feu. S'ils allaient tirer sur ces chiens. S'il allait faire un mauvais mouvement sans le vouloir. Chaque seconde paraissait interminable. Même derrière un écran, on sentait la tension. Heureusement, tout s'est terminé du mieux possible. Sa femme et ses enfants n'étaient pas à la maison. Les policiers sont restés calmes. Personne n'a été blessé. Ni lui, ni ses chiens. Quand il est finalement revenu devant la caméra plus tard, on voyait qu'il tremblait encore. Il a essayé de plaisanter, mais ça se sentait que ça l'avait profondément secoué. Il nous a expliqué ensuite ce que la police lui avait dit. Quelqu'un avait appelé pour signaler une prise d'otage chez lui. Une situation violente, urgente, nécessitant une intervention armée. En réalité, il était seul avec ses chiens,
en train de faire des tacos devant Twitch. Ce qui me hante encore quand j'y pense, ce n'est pas seulement la violence potentielle de la situation. C'est l'absurdité totale. Quel genre de personne décide de faire ça à quelqu'un qui montre comment cuisiner tranquillement? Juste pour le chaos. Juste pour voir ce qui se passe. Quelqu'un a posté sur le subreddit de mon état à propos de l'achat d'une arme, ou de plusieurs armes. Les détails exacts du post sont un peu flous aujourd'hui. Ça s'est passé quand mon premier fils était encore tout petit, donc il y a au moins 2 ans, et à cette période j'étais en manque de sommeil constant. Malgré ça, une chose est restée très claire dans mon esprit. Il y avait quelque chose qui clochait. Le ton du message était étrange. Les réponses de la personne aux commentaires l'étaient encore plus. Rien de clairement illégal, rien de suffisamment précis pour pointer quelque chose du doigt immédiatement, mais une accumulation de petits détails dérangeants. Des formulations bizarres. Une manière d'insister. Des réponses évasives quand on posait des questions simples. J'ai eu ce mauvais pressentiment que quelque chose n'allait pas, cette sensation qu'on apprend parfois à écouter. J'ai fini par intervenir directement dans les commentaires. J'ai dit que je trouvais la situation suspecte et que, selon moi, cette personne n'était pas là pour de bonnes raisons. J'ai aussi contacté les modérateurs du subreddit pour leur faire part de mes inquiétudes. Ils m'ont répondu assez rapidement et m'ont confirmé que l'auteur du post avait effectivement des interactions douteuses ailleurs sur Reddit. Rien de public, rien qu'il pouvait afficher ouvertement, mais suffisamment pour justifier une vraie vigilance. À partir de là, l'auteur du post a commencé à m'envoyer des messages privés. Au début, c'était défensif. Puis c'est devenu agressif. Les messages se sont enchaînés, de plus en plus énervés, de plus en plus hostiles. J'avais l'impression d'avoir touché un nerf sensible. Finalement, j'ai bloqué cette personne sans répondre davantage. Je n'avais ni l'énergie ni l'envie d'alimenter ça. Sur le moment, j'ai laissé tomber. Avec un bébé à la maison, la fatigue, le quotidien, je n'y ai plus vraiment pensé. Jusqu'à ce qu'une autre histoire commence à émerger, bien plus tard. Des articles, des discussions, des détails qui remontaient à la surface. Et là, ce vieux malaise est revenu d'un coup. J'ai commencé à creuser. À recouper ce que je pouvais. À comparer les dates, les lieux, les comportements. Et plus je regardais, plus certaines pièces semblaient s'emboîter. Aujourd'hui, j'ai de bonnes raisons de penser que la personne avec qui j'avais eu cet échange s'était installée dans mon état dans le but précis d'y obtenir des armes. Pas pour elle seule, mais pour un groupe, un culte. Il y a quelques années, je suis devenu accro au sexting sur Omegle, et j'ai fini par être tagué pour des perversions assez sombres. Un soir, un homme a entamé la conversation en m'offrant de l'argent pour kidnapper une adolescente. J'étais moi-même une adolescente, mais il m'a posé la question avant que je puisse le lui dire, et j'ai pensé qu'il valait mieux ne rien lui dire et essayer plutôt de recueillir des informations. Il ne semblait pas avoir de bonnes intentions, je veux dire, aucun kidnappeur n'en a vraiment, mais il était clair qu'il était pervers, qu'il ne cherchait pas seulement à obtenir une rançon ou quelque chose comme ça. Il a coupé la connexion avant que je puisse en savoir beaucoup plus, mais j'ai obtenu le nom, l'âge, l'adresse et des photos de l'enfant. J'étais extrêmement bouleversé, mais le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches dans la ville, en parcourant les pages Facebook locales. Les écoles des petites villes n'hésitent souvent pas à mentionner les noms des enfants sur Facebook, alors je me suis dit que je pouvais chercher son nom pour essayer de vérifier si tout cela était vrai. Je n'ai pas trouvé son nom en particulier, mais après seulement 1 heure environ de recherche dans la région, il était clair que sa famille y vivait depuis des lustres, donc il semblait y avoir de fortes chances que ce soit vrai. Je n'avais pas assez d'informations pour vraiment faire grand-chose. Pour demander de l'aide à quelqu'un et parler à la police, je devais avouer que j'avais envoyé des sextos, et en plus, j'avais très peur que cet homme, quel qu'il soit, puisse me retrouver si je faisais quelque chose de sérieux. C'est à cause d'un traumatisme datant de plusieurs années. Mais j'ai fini par installer une application pour obtenir un numéro de téléphone jetable,
J'ai appelé la police tard dans la nuit suivante et je les ai suppliés d'informer ses parents de ce qui se passait. J'espère seulement qu'elle va bien maintenant. De temps en temps, je tape encore son nom ou le nom de sa ville dans Google, et je n'ai vu aucune annonce de disparition d'enfants, donc au moins, c'est déjà ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.